Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de votre temps pour Biosanté Télé. Ben, on le partage. Merci, c'est gentil à vous. Alors moi, docteur, je ne vous cache pas que j'étais assez intrigué en sachant que j'allais vous rencontrer, parce que tous les docteurs qu'on a fait intervenir dans notre télé nous parlent de vie, ils veulent soigner les gens, ils veulent les guérir, et vous vous intéressez au passage, c'est-à-dire après la mort, à l'au-delà. Oui, parce que je pense qu'une fois qu'on a accepté sa propre mort, eh ben, on vit beaucoup mieux. Et je ne suis pas le seul à dire ça, hein, parce que les moines taoïstes disent la même chose. Mais moi je le dis à travers les études que j'ai faites sur les expériences de mort provisoire. C'est-à-dire j'ai recueilli des témoignages de personnes qui, en état de mort clinique, ont pu raconter ce qui se passait de l'autre côté. Et ils reviennent transformés d'une façon assez exemplaire. C'est un peu, je veux dire, on aurait pu entendre ça d'un prêtre, je ne sais pas moi, d'un moine tibétain, comme vous disiez très justement. On est dans une société où la mort c'est quelque chose qu'on va masquer, la morgue elle est toujours éloignée du CHU, les cimetières sont toujours éloignés des villes, c'est quelque chose qu'on occulte complètement. Il y a plein de populations ou des ethnies où la mort c'est un endroit de fête, etc. Alors que nous, dans nos peuples décivilisés, c'est quelque chose au contraire qu'on va masquer. Et pourquoi vous, en tant que médecin, médecin réanimateur en plus, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va quand même ramener les gens à la vie, pourquoi vous êtes dans cette démarche, hormis cet aspect que vous avez eu, des expériences que vous avez pu avoir, pourquoi vous êtes intéressé comme ça tout d'un coup à cette vision de Parce de que la je vie. crois que notre société, justement, est ancrée dans les dogmes de la pensée matérialiste. Et ce sont ces dogmes-là qui nous rendent si malheureux, qui montrent que la vie, telle qu'on la conçoit en Occident, est absurde. S'il y a une mort et une fin de tout, que la mort c'est le néant, ça veut dire que la société matérialiste est elle-même absurde, puisque ça consisterait donc à être l'équivalent de la matière. Et moi je pense que nous sommes avant tout un esprit dans un corps. Je ne pense pas que nous sommes un corps, nous avons un corps, et nous l'habitons le temps d'une vie terrestre, et au moment de la mort, cet esprit quitte le corps pour vivre autre chose de bien plus intéressant que ce qu'il y a sur cette planète. Maintenant, je ne veux pas dire non plus qu'il faut aller se suicider, hein, parce que ce n'est pas du tout le message des gens qui ont vécu ces expériences. Il nous dit simplement qu'il faut revenir à des valeurs qui soient bien plus actuelles et bien plus valorisantes que celles que l'on a dans nos sociétés matérialistes. Quand on se retrouve de l'autre côté à en croire ces témoignages, on ne nous dit pas quelle superficie a ta maison, combien tu as de bagnoles. On ne dit pas ça. On dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres. Comment as-tu aimé les autres. Et ceux qui sont revenus de ces expériences n'ont de cesse que de vouloir aimer et aider les autres. Et ils ont trouvé le bonheur comme ça. Donc c'est un message extraordinaire qu'il faut diffuser. Oui, mais c'est un peu une forme de réincarnation. Vous êtes en train de nous parler de réincarnation. Ça, c'est des choses qui existent dans Oui. beaucoup de religions. Les gens se réincarnent parce qu'ils n'ont pas fini leur mission, parce qu'ils n'ont pas été sympas, ils reviennent pour faire des choses différentes. Est-ce que c'est assez proche de ce que vous... C'est une réincarnation, mais sauf qu'on est réincarné dans son propre corps. Ah d'accord, parce que l'incarnation, en principe, on change de véhicule. Parce que là, on changerait de véhicule. Voilà. Donc vous revenez dans le même. Voilà, alors il y a aussi des expériences, on appelle ça de walk-in, hein, c'est-à-dire que les gens partent de l'autre côté et reviennent dans un autre corps. Enfin, c'est une hypothèse. Mais il y a des expériences assez troublantes, par exemple, ce que je raconte dans La médecine face à l'au-delà, ce témoignage de deux frères, un qui décède pendant l'accident, et l'autre qui se réveille de son coma avec la personnalité du frère décédé, à tel point qu'il se met à aimer des plats qu'il détestait et que son frère adorait, des détails comme ça. Donc comme si cet échangement, ce croisement d'esprit qui va dans un autre corps était possible. C'est quand même assez troublant ça. Clairement. Mais donc si je comprends ce que vous êtes en train de dire, là c'est principalement, quand vous croisez ce genre d'expérience, c'est toujours des gens qui sont en fin de vie ou dans un accident ou une opération et que soit on les récupère ou soit on ne les récupère pas, ils reviennent dans leur corps. C'est un peu dans cette démarche-là que vous avez ces expériences-là, ou c'est des gens qui reviennent après vous dire voilà ce que j'ai vécu? Oui, je reçois beaucoup de témoignages, à tel point qu'il m'est impossible de tous les collecter. Donc pour vous donner une idée, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive 4 ou 5 témoignages. Donc je ne suis pas disponible pour tout entendre, tout écouter. Donc je travaille avec le CMI, Centre d'études des expériences de mort imminente à Paris, le professeur Marc-Alain Descamps, avec le CNERIC aussi, Sonia Barcala et le docteur Postel. On va voir là, avec le CNERIC ça commence juste. Donc
première assemblée générale à la fin du mois. Vous êtes président, enfin... Non, moi je ne suis pas président, je suis membre du CNERIC, donc c'est Jean-Pierre Postel qui est président, fondateur avec Sonia Barcala. Moi je suis là simplement pour les aider avec mes recherches. Pour apporter vos connaissances. Qui sont assez originales quand même, c'est vrai. Des recherches, des médiums qui essayent de rentrer en contact avec les comateux, ça n'a jamais été fait à ma connaissance dans le cadre de... hospitalier ou universitaire, ça n'a jamais été fait. Rentrer en contact possible avec des gens qui sont sous anesthésie générale par l'intermédiaire de médium, ça n'a jamais été fait non plus. Donc, l'hypothèse que je soulève, moi, c'est de dire que nous avons deux formes de conscience, une conscience analytique et une conscience intuitive. Cette conscience analytique, elle est reliée à nos 5 sens. Et c'est la seule conscience que reconnaît le corps médical. C'est-à-dire être capable de s'orienter dans le temps et dans l'espace et avoir la sensation d'être soi-même. C'est ça la conscience analytique. Mais cette conscience analytique empêche l'émergence d'une autre forme de conscience, tellement elle fait de bruit, que j'appelle la conscience intuitive et qui, elle, est reliée à toutes nos capacités extrasensorielles, l'intuition, la prémonition, la création artistique, la télépathie, la médiumnité. Tout ça, c'est nié par la communauté scientifique médicale traditionnelle, mais pourtant, ça existe. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'explique pas que ça n'existe pas. Cette conscience analytique bloque, dès son fonctionnement, toutes les informations de la conscience intuitive. Et c'est pour ça qu'on n'a que 18% de personnes qui racontent une expérience de mort provisoire lorsqu'ils se réveillent de leur coma. C'est pour ça que nous avons que 35% de personnes qui se souviennent de leurs rêves. C'est pour ça que nous avons 4% de personnes qui ont des expériences pendant les anesthésies générales. Tout ça parce que dès le réveil, la conscience analytique censure tout, et à notre insu, ça se passe. Et on n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé dans ces moments. Ça ne serait pas une conscience, on va dire, un peu active et une qui est plutôt passive? Est-ce que la conscience passive, elle ne serait pas mise en retrait aussi avec l'éducation, la culture, oui, simplement la façon de manger? Parce qu'il peut y avoir des aliments aussi qui vont occulter des fonctionnements cognitifs. Vous avez tout à fait raison. À tel point que plus on avance dans nos apprentissages, plus on a cette conscience analytique qui devient hypertrophiée, et moins on a accès à cette conscience intuitive. La meilleure preuve, ce sont les enfants. Les enfants ont très peu de conscience analytique parce qu'on ne l'a pas musclé avec des apprentissages. Donc les enfants ont souvent des intuitions. 65% des arrêts cardiaques chez les enfants sont source d'expériences de mort provisoire quand même. Ce n'est pas 18%. Les enfants jouent souvent avec des amis invisibles. Ils ont des perceptions médiumniques, ils ont des perceptions extrasensorielles. Tout simplement parce qu'ils arrivent à avoir la connaissance de cette conscience intuitive. La conscience analytique n'a pas encore fait cette censure qui est terrible, quoi. Et alors, par le biais de différentes conférences que vous faites, est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous voulez faire passer un message par rapport aux gens qui pourraient avoir peur de la mort? Vous avez parlé tout à l'heure de défense immunitaire qui pourrait être réactivée par le fait d'imaginer qu'on peut vivre après la mort. Qu'est-ce que vous souhaitez, en fait, en faisant toutes ces conférences, qu'est-ce que vous souhaitez faire connaître aux gens, prendre conscience de quelque chose? C'est une expérience qui est tellement merveilleuse et qui ouvre sur tellement de voies que j'ai envie de dire que la médecine traditionnelle telle qu'on la conçoit à l'hôpital, telle que je la fais moi tous les jours, elle est dépassée maintenant par ces expériences-là qui nous montrent que nous avons un corps, c'est sûr, mais il ne faut pas être que de ce mécanicien du corps. Il faut s'intéresser à l'esprit. Et ces expériences-là nous montrent que nous sommes surtout un esprit incarné. Et que dans les soins qu'on donne aux gens, il faut non seulement accéder donc à ces soins matérialistes, c'est vrai, réparer des cœurs, etc. C'est sûr, il faut le faire, mais il faut aussi avoir accès à tout ce qu'on appelle la médecine holistique et qui est capable donc de soigner l'esprit et aussi d'agir en amont de la maladie. Nous, on arrive quand c'est trop tard finalement. On arrive quand les dégâts sont là. Et on les répare. Mais après, on s'étonne, on les a réparés et puis le dégât continue à se faire. Tout simplement parce qu'on ne s'est pas adressé à sa cause. On n'a pas cette vision holistique. Et toutes ces expériences-là nous montrent qu'il faut aussi soigner l'esprit, soigner le corps, mais surtout soigner l'esprit. Mais alors, est-ce que ça, j'imagine que ça a dû modifier votre pratique professionnelle et comment réagissent vos confrères? Vous travaillez dans un hôpital, j'imagine aussi. Oui. Comment vous êtes perçu par vos confrères, vos patrons de CHU? Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils trouvent que c'est une ouverture et que c'est bien? Au contraire, ils vous voient un petit peu comme, pas un gourou, mais enfin quelqu'un un peu ésotérique, quoi, quelqu'un d'un peu spécial, je dirais. Donc moi j'ai la chance de travailler dans un établissement privé parce que je ne supporte pas la hiérarchie
Je considère que la hiérarchie, on devient plus puissant parce qu'on est plus vieux et on n'est pas forcément plus intelligent, et novateur. donc voilà. Mais je suis bien perçu. Je suis défendu par le Conseil de l'Ordre. On avait titré sur un magazine un médium à l'hôpital, par exemple. Donc j'ai des confrères bien intentionnés, évidemment, qui ont porté plainte au Conseil de l'Ordre en disant il faut l'arrêter, celui-là c'est un charlatan, un achat. Et le Conseil de l'Ordre m'a soutenu en disant que j'étais un chercheur et que c'était des propos diffamatoires et que c'était ceux qui m'avaient attaqué qui risquaient d'être inquiétés. Donc vous voyez, c'est en train d'être transformé. Il y a une évolution quand même. Il y a une évolution. On voit en m'interrogeant que je ne suis pas un fou furieux. J'ai des responsabilités tous les jours. J'ai des patients à endormir, j'ai des patients en réanimation, je m'en occupe. Je veux dire, je ne dis pas qu'il faut faire une substitution de la médecine telle qu'on l'a fait à l'hôpital avec la médecine holistique. Je dis simplement qu'il faut une complémentarité. Ça va dans les deux sens. Il faut que les médecines alternatives rentrent à l'hôpital pour nous aider à soigner les patients. Parce qu'on ne sait pas tout faire quand même. Pourquoi un cancer arrive? Un cancer, c'est une lumière rouge qui s'allume. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la lumière rouge. On fait la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Mais on est surpris qu'après, on a un autre voyant rouge qui s'allume parce qu'on n'en a pas traité. Plus gros en général, celui-là. En général, plus gros. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut tout abandonner, qu'il ne faut pas faire de chimio et de radiothérapie et de chirurgie, sinon je serais interdit du Conseil de l'Ordre. Je ne serais plus dès l'heure. Je ne vous demande pas si vous le pensez alors. Je dis simplement qu'il faut une complémentarité pour l'instant. J'en suis à ce stade-là. Je dis qu'il faut une complémentarité entre les deux médecines, qu'on a tout à y gagner à travailler ensemble. Et alors dans vos bilans d'anesthésiste que vous préparez les gens avant l'opération, vous avez une approche qui est différente, où vous rajoutez quelque chose, une version plus mentaliste oui. de votre façon d'aborder le sujet? Oui, c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de l'esprit. Par exemple, quand quelqu'un va passer de l'autre côté, eh ben, on s'adresse à son esprit. On fait des chaînes de prière aussi. C'est un travail de curé, ça? Oui, mais ça ne me dérange pas. Ah bon? Donc là, vous allez avoir... Je ne fais pas de prosélytisme, par D'accord. exemple. Je ne fais pas de prosélytisme, je fais très attention par rapport à ça. Je ne dis pas l'au-delà, ça se passe comme ça et comme ça, j'en sais rien. Mais je sais qu'il faut s'occuper de l'esprit. Il faut s'occuper de la personne qui va passer de l'autre côté. Et nous, notre médecine actuelle, elle a, même en réanimation, elle a tendance à abandonner les gens qui vont mourir, à les laisser un petit peu tomber. Alors que c'est peut-être le moment de passage où ils ont besoin d'être accompagnés. Il y a des gens qui font un travail formidable, les passeurs d'âmes, les médiums, etc. Ils permettent à l'esprit de se dégager de l'enveloppe corporelle. Et nous, il faut que, médecins, on accepte ça, on accepte que ces gens interviennent auprès de nous pour nous aider parce qu'on ne sait pas faire. Alors ça peut être le curé, ça peut être... Et il ne faut pas rejeter non plus les religions. Je pense que... pas dit ça. Non, mais vous m'avez traité de curé, mais pas une insulte. J'ai dit ça, le travail. C'est pas une insulte parce que je pense que les religions sont un excellent instrument pour exercer sa spiritualité, mais la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, c'est être en accord avec les forces telluriques cosmiques, c'est être dans l'amour, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de sanctions disciplinaires, on retrouve ça dans les religions. Bon. Mais la religion, si on l'exerce avec son cœur, ça peut être vraiment une bonne façon d'exercer sa spiritualité. Il y a des gens qui sont religieux qui n'ont rien de spirituel et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Donc là, vous estimez que vous êtes investi d'une mission, on va dire, que c'est quelque chose qu'on vous a donné en plus de votre rôle de soignant? Alors je ne sais pas si c'est une mission, parce que c'est quelque chose qu'on vous a passé. Raymond Moody a écrit ça dans son dernier livre, un livre que j'ai eu le plaisir de préfacer. Jamais j'aurais imaginé que... Quel livre, qu'on sache un peu... Alors le livre s'appelle « L'évidence de l'après-vie ». Donc c'est un livre écrit à deux mains avec Eben Alexander qui a vécu cette expérience, neurochirurgien, donc très ancré dans la matière, pensant que le cerveau fabriquait la conscience. Il vit une expérience de mort provisoire, un coma dépassé par une bactérie qui attaque son cerveau, une Escherichia coli, très grave, donc son cerveau est littéralement sidéré, aucune activité corticale. Et là il a accès à un monde paradisiaque, Mon voyage au paradis, il écrit, et il est confronté donc à tout un tas d'événements qui l'ont bouleversé. Et il sait très bien qu'il n'a pas rêvé, d'autant plus qu'il a rencontré une entité qu'il a reconnue après comme étant sa sœur biologique, alors qu'il ne la connaissait pas, qu'il n'avait jamais rencontrée. Donc il avait vu que ce n'était pas une hallucination. Et lui est devenu maintenant un ambassadeur de l'au-delà, au même titre que Raymond Moody. Et Raymond Moody a écrit justement dans ce livre qu'il pense avoir reçu une mission de l'au-delà. C'est quand même assez nouveau de la part de Raymond Moody.
et qu'il aurait choisi cette mission une fois qu'il était de l'autre côté. Donc vous voyez que ça évolue quand même à grands pas. Ouais, c'est une belle... Et donc pour ce qui vous concerne, je crois qu'il y a un dernier livre que vous avez sorti qui s'appelle « Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà ». Oui. Est-ce qu'on peut vous joindre sur un site ou Oui, bien sûr. Alors ce livre, Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà, ce n'est pas mon dernier. Celui-là a été traduit déjà une dizaine de langues. Alors, donc le dernier, je ne suis pas au courant du dernier, dites-moi. Et il va paraître aux éditions de poche, donc je dis pour les gens qui ont moins de moyens, de possibilités. Donc c'est Flammarion qui a racheté les droits pour le publier sur Aventure secrète, collection J'ai lu. Donc là, il est accessible aux alentours de 6 €. Et l'autre, le dernier, c'est les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, où je l'explique que nous avons ces 2 formes de conscience, la conscience analytique et la conscience intuitive, et j'émets l'hypothèse que ça fonctionne de cette façon-là et que nous sommes capables de nous connecter. Alors je donne un certain nombre de recettes pour cette connexion, un certain nombre de clés, et ces clés-là vraiment nous permettre d'affronter les pires épreuves de la vie, qui sont celles que nous connaissons, c'est-à-dire la perte de l'être cher. Ça va de la perte de l'être cher, la perte de l'animal, la perte de son métier, la ruine. Je fais l'inventaire et puis la façon de se comporter par rapport à ces événements pour essayer d'aller un petit peu mieux dans la vie, dans notre vie terrestre. Écoutez, on va terminer sur ce petit message, sur ce beau message d'amour et d'espoir. On vous remercie en tout cas de nous avoir consacré du temps. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.